Ma fille a remporté la première place, lors de son expo science. Maman m'a dit, tout le monde s'en moque. Du trophée stupide de ta gamine. Arrête de mendier de l'attention, et elle a dépensé 12,000 $, le même week-end, pour organiser une fête d'anniversaire au chien de ma sœur. J'ai souri, j'ai répondu, tu as raison, les chiens méritent aussi des fêtes. Puis j'ai transféré les relevés bancaires de maman directement sur la discussion de groupe de toute la famille. Ma sœur m'a appelé, en hurlant. Ma mère a dépensé 12,000 $ pour la fête d'anniversaire du Golden Retriever de ma sœur. Et elle m'a dit que le trophée de première place de ma fille, à son expo science, n'était qu'un appel à l'attention. Et le pire, ce n'est même pas l'argent, ni la cruauté. Le pire, c'est qu'il m'a fallu 34 ans pour réaliser que, dans la hiérarchie de ma famille, un chien passait avant mon propre enfant. Je devrais commencer par expliquer ce schéma. Car la fête du chien et le trophée ne sont pas le début de cette histoire. Ce n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et si vous ne comprenez pas à quel point l'eau est montée, pendant 34 ans, vous ne comprendrez pas pourquoi l'inondation a tout emporté sur son passage. Je m'appelle Marcus. J'ai 34 ans. J'ai une femme, nommée Rachel, qui est la personne la plus patiente et la plus perspicace que j'ai jamais rencontrée. Et j'ai une fille, nommée Lily, qui a 8 ans et qui est, sans exagération ni biais parental, la plus belle chose à laquelle j'ai jamais contribué. J'ai grandi dans une famille où ma sœur, Lorraine, était le soleil, et où j'étais le peu de lumière résiduelle, qui parvenait à rebondir sur son ombre. Et j'ai passé toute mon enfance, ainsi que la majeure partie de ma vie d'adulte, à croire que c'était normal. À croire que chaque famille avait son favori et sa roue de secours. Et que le travail de la roue de secours, c'était d'être reconnaissant d'être proche de la lumière. Même si rien de tout cela ne lui était réellement destiné. Ma mère, Patricia, était le genre de femme qui contrôlait chaque pièce dans laquelle elle entrait. Non pas en parlant fort, mais grâce à une forme très particulière, et très efficace d'ingénierie émotionnelle, elle décidait de ce qu'était la réalité. Puis forçait tout son entourage à s'y plier. Elle avait décidé que Lorraine était spéciale. Elle avait décidé que j'étais tout juste convenable. Elle avait décidé que c'était des faits, et non des choix. Et, au fil des ans, le reste de la famille a simplement absorbé ces décisions. Tout comme les meubles absorbent la lumière du soleil, progressivement, silencieusement, jusqu'à ce que la décoloration soit si complète que plus personne ne se souvenait de la couleur d'origine. Lorraine a eu une voiture à 16 ans. Moi, j'ai pris le bus. Lorraine a eu ses études universitaires entièrement financées, chaque semestre, chaque manuel d'école, chaque dépense de dortoir. Moi, j'ai eu des prêts étudiants, que j'ai traînés jusque dans la trentaine. Lorraine a eu un mariage à 45,000 $, que ma mère a planifié pendant 11 mois. Comme s'il s'agissait d'un dîner d'État. Moi, j'ai reçu un chèque de 2 cents et un texto qui disait « Félicitations ». Quand Lily est née, ma mère a visité l'hôpital une seule fois, et resté 40 minutes. Et a passé 36 de ces minutes au téléphone avec Lorraine, pour parler de la rénovation d'une cuisine. Quand Lorraine a eu son Golden Retriever, Princesse, ma mère a fait 4 heures de route le jour même. Pour rencontrer le chiot, et elle est restée une semaine entière. Le favoritisme n'était pas seulement financier, il était structurel. Intégré dans l'architecture même du fonctionnement de la famille. Ma mère tenait un calendrier familial partagé, et les événements de Lorraine y étaient codés en rouge. Traités comme une présence obligatoire pour chaque membre de la famille. Tandis que mes événements n'y figuraient pas du tout. Pas même en tant que simple note de bas de page. Et quand, un jour, j'ai demandé pourquoi la fête d'anniversaire de Lily n'était pas sur le calendrier. Ma mère a répondu qu'elle avait dû oublier. Ce qui aurait été crédible si elle n'avait pas, cette même semaine, ajouté le rendez-vous chez le vétérinaire du chien de Lorraine sur ce calendrier. Avec une notification de rappel. La fête d'anniversaire de Lily, l'année dernière, a eu 0 invité de la famille. 0. Parce que ma mère avait programmé un brunch familial pour Lorraine, le même jour,
Et avait dit à tout le monde que c'était obligatoire. Ma fille, qui avait 8 ans. Et qui avait passé une semaine à faire des invitations à la main pour ses cousins. S'est assise à une table dressée pour 12 personnes, et a regardé sa mère et moi. Faire semblant qu'une fête d'anniversaire à deux était tout aussi spéciale. Elle m'a demandé, plus tard, dans la voiture, d'une voix si petite qu'elle m'est à peine parvenue depuis la banquette arrière, « Papa, pourquoi grand-mère ne m'aime pas ?» Je lui ai répondu que grand-mère l'aimait beaucoup. C'était la dernière fois que j'ai menti à ma fille. J'ai essayé d'arranger les choses, une fois. Il y a 2 ans, j'ai fait asseoir ma mère à la table de sa cuisine, et j'ai tout étalé calmement. Des exemples précis, des dates, des montants en dollars, le calendrier, l'anniversaire, tout. Et je lui ai demandé, très sincèrement, si nous pouvions trouver un moyen de rendre les choses plus équitables. Elle a écouté. Elle a hoché la tête. Et puis, elle a dit, tu as toujours été jaloux de ta sœur. C'est ton problème, pas le mien. Elle a appelé Lorraine, dans les 10 minutes qui ont suivi. Pour lui dire que je racontais des choses horribles sur elle. Cela a déclenché une guerre froide de 3 mois, que je n'avais jamais initiée. Et qui ne s'est terminée que lorsque je me suis excusé, pour quelque chose que je n'avais pas fait. Parce que c'est ainsi que fonctionnait la paix, dans cette famille. Marcus dit, pardon, et tout le monde passe à autre chose. Le projet d'expo-science de Lily a pris 3 mois. Chaque samedi et dimanche matin, de septembre à novembre, nous étions ensemble dans le garage. Juste tous les deux, à travailler sur un système de filtration d'eau. Fabriqué à partir de matériaux ménagers. Elle avait eu l'idée elle-même. Après avoir regardé un documentaire sur l'accès à l'eau potable dans les pays en développement. Et elle avait fait des recherches avec une telle intensité que j'ai réalisé qu'elle avait hérité du cerveau de son grand-père. Ce cerveau qui voyait des problèmes. Et qui ne pouvait pas se reposer avant d'avoir compris comment les résoudre. Elle a regardé des vidéos sur YouTube. Elle a dessiné des schémas, dans un cahier à spirale. Elle a fait des listes de matériaux. Et elle les a rayés au fur et à mesure que nous les achetions à la quincaillerie. Et elle a construit 2 prototypes, qui ont échoué, avant de trouver la bonne combinaison de sable. De charbon actif, de gravier et de coton. Qui filtrait l'eau de manière suffisamment propre pour passer la norme de test fixée par son professeur. Les 2 fois où le prototype a échoué, elle s'est assise sur le sol du garage. Entourée des morceaux d'une chose qui ne fonctionnait pas. Et les 2 fois, j'ai regardé son visage passer par la même séquence, la déception. Puis la frustration, puis un apaisement silencieux. Comme si elle avait une conversation avec elle-même, que je ne pouvais pas entendre. Et les 2 fois, elle s'est relevée, a repoussé ses cheveux de son visage, et a dit, d'accord. Essayons encore. Elle a 8 ans. À 8 ans, elle a plus de résilience dans son petit corps. Que quiconque dans ma famille n'en a jamais démontré durant toute sa vie. Le projet était également dédié à mon père, James Tierney. C'était un ingénieur en mécanique, qui est décédé il y a 6 ans. Lily n'a jamais eu l'occasion de le rencontrer. Mais elle a grandi en écoutant mes histoires à son sujet. Sur la façon dont il construisait des choses avec ses mains. Sur sa conviction que résoudre des problèmes était le travail le plus honnête qui soit. Et elle avait écrit son nom sur son panneau de présentation, avec de belles lettres bleues soignées. Dédié à mon grand-père James, qui construisait des choses pour aider les gens. Quand j'ai vu cela sur le panneau pour la première fois. Debout dans le gymnase de l'école avant le début de l'évaluation, j'ai dû sortir un instant. Car mes larmes m'empêchaient de voir clair. Lily est timide, d'une timidité maladive. C'est le genre d'enfant qui ne lève pas la main en classe, qui s'assoit au dernier rang. Qui répète ce qu'elle va dire au restaurant, avant que le serveur n'arrive. L'expo-science, c'était la première fois qu'elle s'exposait publiquement. Et j'avais passé des semaines à l'accompagner face à son anxiété. À faire répéter sa présentation dans le salon. Pendant que Rachel la chronométrait et lui donnait des conseils encourageants. Quand ils ont annoncé la première place, et que le nom de Lily, Lily Tierney, a résonné dans les haut-parleurs du gymnase. Elle est restée complètement immobile pendant environ 3 secondes, puis elle a commencé à pleurer.
Pas de bonheur, exactement, mais de soulagement. Cette vague de soulagement énorme est visible, parce qu'elle l'avait fait. Elle l'avait vraiment fait, bien qu'elle soit terrifiée. Elle a couru hors de la scène, a sauté dans mes bras, et m'a dit « On l'a fait, papa ». Je pleurais déjà. Rachel pleurait déjà. Tout le monde autour de nous souriait. Ce fut le plus beau moment de ma vie de père. J'ai appelé ma mère depuis le parking, encore ému. Surfant encore sur l'euphorie de voir mon enfant conquérir quelque chose qui lui faisait peur. Je lui ai dit que Lily avait gagné la première place. Je lui ai parlé du projet de filtration d'eau. Je lui ai parlé de la dédicace à papa. La ligne est restée silencieuse pendant une seconde, et quand ma mère a parlé, sa voix était plate. Irritée, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. N'utilise pas le nom de ton père pour attirer la sympathie. Tout le monde s'en moque. Du trophée stupide de ta gamine. Arrête de mendier de l'attention. Je suis resté assis dans la voiture pendant un long moment, après qu'elle a raccroché. Lily était sur la banquette arrière, tenant toujours son trophée. Et elle parlait à Rachel de ce qu'elle voulait pour son dîner de célébration. Elle ne savait pas ce que grand-mère avait dit. Elle ne le sait toujours pas, à ce jour. J'y ai veillé personnellement. 48 heures plus tard, ma sœur a publié un album photo complet sur Instagram. La 3e fête d'anniversaire annuelle de princesse. J'étais allongé sur le canapé, en train de faire défiler mon fil d'actualité. Un dimanche après-midi, quand l'album est apparu. Je me suis redressé lentement. De la même façon dont on réagit. Quand on voit quelque chose que notre cerveau a besoin d'une seconde de plus pour assimiler. Parce que ça ne rentre dans aucun cadre de compréhension du monde, une salle louée. Avec des décorations roses et dorées. Le genre de décoration qu'on voit pour des Suite 16 ou un bal des débutantes. Un gâteau sur mesure à 3 étages, adapté aux chiens, provenant d'une boulangerie spécialisée. Qui a coûté 800 $. Je le sais parce que Lorraine a laissé l'étiquette de la boulangerie visible sur l'une des photos. Et j'ai vérifié le prix. Un Digi. 40 invités humains, vêtus d'une tenue de cocktail. Assistant à une fête d'anniversaire pour un Golden Retriever. Des tenues assorties et personnalisées pour Lorraine et Princesse. Des robes roses coordonnées. Le genre de contenu, tel maître. Tel chien, que les influenceurs paient des milliers de dollars pour produire. Un photographe professionnel, dont le filigrane était visible sur chaque image. Des sacs cadeaux personnalisés, avec le visage de princesse imprimé dessus. Une arche de ballon, avec le nom du chien en lettres dorées métallisées. J'ai compté les dépenses de la même façon que je compte les choses. Quand j'essaie de ne rien ressentir. La location de la salle. Le gâteau. Le Digi. Le photographe. Le traiteur pour 40 personnes. Les décorations. Les tenues sur mesure. Les sacs cadeaux. 12,000 $, et c'est une estimation prudente. Et puis, j'ai fait un autre genre de calcul. Ma mère n'avait pas assisté à l'expo science de ma fille. Qui se déroulait dans une école située à 20 minutes de chez elle. Un événement où sa petite fille est montée sur scène, a remporté la première place. Et a dédié le projet à son fils décédé. À la place, elle a fait 2 heures de route. Pour assister à une fête d'anniversaire pour un Golden Retriever. Elle a choisi le chien plutôt que sa petite fille, plutôt que la mémoire de son propre fils. Et elle n'a pas seulement choisi passivement, elle a choisi bruyamment, avec 12,000 $ d'enthousiasme. Et, cette même semaine, elle m'a dit que le trophée de mon enfant était stupide. Cette fête n'était pas un événement isolé. J'ai commencé à remonter, de manière méthodique, dans le fil des réseaux sociaux de Lorraine. Mois par mois, et j'ai trouvé un schéma s'étalant sur 3 ans. Des forfaits de toilettage mensuels pour princesse, à 100 $ par mois. Payés par la carte de crédit de ma mère. Je le confirmerai plus tard, grâce au relevé bancaire. Des vêtements de créateurs pour chiens, issus de marques spécialisées. Coûtant plus cher par article que la garde-robe scolaire entière de Lily. Une consultation avec un voyant pour animaux de compagnie, qui a coûté 600 $.
À laquelle ma mère avait assisté? Et qu'elle avait décrite dans un commentaire Facebook comme « bouleversante ». Et je veux m'arrêter sur ce mot une seconde. Ma mère pensait qu'une consultation de voyance, à $600, pour un chien, était bouleversante. Mais la victoire de sa petite fille à l'Expo Science, c'était mendier de l'attention. J'ai fait le calcul. Sur 3 ans, ma mère avait dépensé environ $38,000 pour le chien de ma sœur. Sur la même période, elle avait dépensé exactement une chose pour ma fille. Une carte cadeau Target de $25, envoyée avec 2 semaines de retard. Avec le nom de Lily mal orthographié sur l'enveloppe. Elle avait écrit « Lily » avec 2 L au lieu d'un seul. Le prénom de sa propre petite fille. Elle ne se souciait même pas assez d'elle pour l'épeler correctement. Pour les relevés bancaires, c'est arrivé par hasard. Et je veux être clair à ce sujet, car ce qui a suivi n'était pas impulsif. Même si la découverte l'a été. 6 mois plus tôt, ma mère m'avait demandé de l'aider à configurer ses services bancaires en ligne. Car elle ne comprenait pas le site web. C'était sa façon de dire qu'elle voulait que je fasse quelque chose pour elle. Sans avoir à admettre qu'elle demandait une faveur. Pendant ce processus, j'avais reçu un accès de connexion temporaire à son compte. Pour pouvoir la guider sur l'interface, lui montrer où trouver les relevés. Comment vérifier son solde, les bases. Elle était censée changer le mot de passe après cela. Elle ne l'a jamais fait. Je le savais, parce que je lui avais dit à 2 reprises de le changer. Et, les 2 fois, elle a répondu « Je le ferai, je le ferai ». Avec le même ton méprisant qu'elle utilisait pour tout ce que je disais. Et qui ne lui était pas immédiatement utile. Après la fête du chien, assis seul dans ma cuisine à 23h47. Pendant que Rachel et Lily dormaient à l'étage, je me suis connecté. Je ne planifiais rien. Je ne montais pas de dossier. J'étais juste en colère et épuisé. À la recherche de la confirmation de quelque chose que je savais déjà au fond de moi. Mais que je n'avais jamais pu prouver. Et ce que j'ai trouvé sur cet écran n'était pas juste une confirmation. C'était un registre détaillé, horodaté, dollar par dollar. De la place exacte que j'occupais dans les priorités de ma mère. Et ce chiffre, c'était 0. C'était toujours 0. Ça avait toujours été 0. Des transferts mensuels à Lorraine, $2,000 chaque mois. 12 mois par an, étiqueté, aide, dans le champ du mémo. Comme si Lorraine, dont le mari, Derek, gagnait confortablement dans les 6 chiffres. Et qui possédait une maison de 3 chambres dans une belle banlieue. Avait besoin d'aide de la même manière qu'une personne ayant un toit sur la tête a besoin d'aide. Sur les 4 années de relevés auxquelles je pouvais accéder, cela représentait $96,000. $96,000 transférés à ma sœur, pour l'aider. Les transferts vers moi, sur la même période, 0. Pas un montant réduit. Pas un geste plus modeste. $0,00, 0 fois. Les dépenses de la carte de crédit complétaient le reste du tableau. Chaque restaurant se trouvait dans le code postal de Lorraine. Chaque achat en magasin se déroulait près de la maison de Lorraine. Chaque billet d'avion correspondait à des destinations où Lorraine se trouvait, par hasard, en vacances. Toute la vie financière de ma mère s'articulait autour d'une seule fille. Et l'enfant de son autre enfant ne pouvait même pas avoir son prénom orthographié correctement. Sur une carte cadeau de $25. Je n'ai pas agi de manière impulsive. Je veux que vous le sachiez, car ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Et j'ai besoin que vous compreniez que ce n'était pas une crise de colère. J'ai gardé ces relevés bancaires pendant 3 jours. 3 jours à aller au travail en souriant à mes collègues, à aider Lily avec ses devoirs. À dîner avec Rachel, et à m'allonger dans mon lit le soir, fixant le plafond. En me demandant si j'allais vraiment faire ce que j'envisageais de faire. J'ai hésité. J'ai pensé à appeler ma mère en privé, pour la confronter avec les preuves. Pour lui donner une chance de s'expliquer. Et puis, je me suis rappelé ce qui s'était passé. La dernière fois que j'avais essayé de régler les choses en privé. Elle m'avait traité de jaloux, s'était servi de Lorraine comme d'une arme contre moi.
Et j'avais passé 3 mois à m'excuser d'avoir eu raison. C'est en privé que résidait le pouvoir de ma mère, dans l'obscurité. Dans l'écart entre ce que les gens voyaient, et ce qui se passait réellement. Elle avait passé 34 ans à contrôler la perception qu'avait la famille de la réalité. Et la seule façon de défier ce contrôle, c'était de rendre la réalité visible à tous, en même temps. Le dimanche matin, à 9h pile. J'ai envoyé un seul message sur la discussion de groupe de la famille. Celle qui comptait 31 membres, répartis sur 3 générations de notre famille. Les relevés bancaires montrant les transferts mensuels de 2,000 $ à Lorraine. Une capture d'écran du texto de ma mère, à propos du « trophée de cette gamine stupide ». Avec l'horodatage visible. Et une photo comparative. À gauche, Lily sur scène à l'Expo Science, tenant son trophée de première place. Les larmes coulant sur son visage. Le panneau de présentation avec « dédié à mon grand-père James » visible derrière elle. À droite, Princesse le Golden Retriever à sa fête d'anniversaire à 12 000 $. Portant une robe sur mesure, assise devant un gâteau à 3 étages, entourée de 40 invités. Et d'une arche de ballon éplant son nom en lettres dorées. Aucune légende, aucun commentaire, aucun paragraphe en colère. Juste les images, les chiffres et le texte. Ce contraste disait tout ce que j'essayais de dire depuis 34 ans. Ma tante a répondu en 10 minutes, « Patricia, tu as intérêt à expliquer ça. » Mon oncle, 5 minutes plus tard, c'est répugnant. 2 cousins ont exprimé leur choc dans l'heure qui a suivi. L'avalanche a commencé, et pour la toute première fois de ma vie. Le poids du jugement collectif de la famille n'était pas dirigé contre moi. Il était dirigé contre elle. Lorraine m'a appelé dans l'heure, en hurlant. Pas à propos de l'argent, pas à propos du favoritisme. Pas à propos du fait que sa mère subventionnait son style de vie, à hauteur de 2,000 $ par mois, tandis que la fille de son frère recevait une carte cadeau mal orthographiée. Elle était furieuse concernant la vie privée et l'humiliation publique. Ce qui est un ensemble de préoccupations fascinants pour une femme qui n'avait jamais, une seule fois, réfléchi à la confiance qu'elle brisait. En acceptant de l'argent qui aurait dû être partagé équitablement. Elle a menacé de porter plainte. Elle a menacé d'appeler la police. Elle m'a donné des noms que je ne répéterai pas, parce que ma fille lira peut-être ceci un jour. Et je veux qu'elle sache que son père a gardé sa dignité, même quand les autres ont perdu la leur. En arrière-plan, je pouvais entendre ma mère qui la coachait. Lui soufflant littéralement ses répliques avec un murmure théâtral. Dis-lui qu'il a trahi ma confiance. Dis-lui que c'est illégal. Dis-lui qu'il va entendre parler d'eux. Notre avocat. L'absurdité de 2 femmes adultes, coordonnant une attaque téléphonique en temps réel. Tout en me qualifiant de problème, était tellement surréaliste que j'ai presque ri. Presque. Je n'ai pas dit un seul mot de tout l'appel. J'ai juste tenu le téléphone un peu éloigné de mon oreille, et j'ai appuyé sur enregistrer. Ensuite, Lorraine est passée au numérique. Des vidéos en larmes sur Instagram, Facebook, TikTok. Son frère, toxique, attaquait sa famille. Elle a identifié des amis communs. Elle a identifié la famille élargie. Elle a identifié mon employeur. Elle s'est présentée comme la victime d'un abus financier. Affirmant que je contrôlais l'argent de la famille. Et que j'utilisais les finances pour punir les femmes de ma famille. Le récit était tellement tordu que c'en était presque impressionnant. Comme regarder quelqu'un construire une maison à l'envers. Et insister sur le fait que c'était de l'architecture. Plusieurs de mes collègues ont vu les publications. Mon patron m'a pris à part, le lundi, pour me demander si tout allait bien à la maison. Le seul appel auquel je ne m'attendais pas, c'était celui de Derek, le mari de Lorraine. Il était calme, posé. Il m'a dit qu'il n'était pas au courant des transferts mensuels de 2,000 $. Il ne savait pas que sa belle-mère subventionnait leur mode de vie. Pendant que Lorraine lui disait qu'ils avaient des difficultés. Et faisait pression sur lui pour qu'il fasse des heures supplémentaires. Il m'a remercié. Il m'a vraiment remercié pour l'information. Moins d'un mois plus tard.
Derek a commencé à poser des questions auxquelles Lorraine ne pouvait pas répondre. Leur mariage a commencé à montrer des failles, qui n'avaient rien à voir avec moi. Mais tout à voir avec le fait que la personne, avec qui il avait construit sa vie, lui mentait depuis des années sur la provenance de l'argent. Ma mère a sorti l'artillerie lourde en moins d'une semaine. Elle a appelé chaque membre de la famille individuellement, en pleurant, leur disant que j'avais falsifié les relevés bancaires, et que j'avais toujours été instable. Elle a dit à ma tante que j'avais eu des épisodes psychiatriques, ce qui n'est pas vrai. Elle a suggéré à mon oncle que Rachel me manipulait, et me montait contre la famille. La campagne de dénigrement a été minutieuse, presque digne d'un professionnel. Et pendant environ une semaine, mon téléphone a sonné, avec des appels de proches, me demandant si j'allais bien. Avec cette voix prudente et mesurée que les gens utilisent quand ils pensent que vous faites une dépression. J'ai répondu à chaque appel de la même façon. Je vais bien. As-tu regardé les relevés bancaires? Les chiffres ne sont pas falsifiés. Appelle la banque toi-même. Puis, elle s'en est prise à Lily, ma fille de 8 ans. Elle a appelé la tablette de Lily, via l'application de messagerie pour enfants. Celle que nous avions configurée pour que Lily puisse passer des appels vidéo à ses amis après l'école. Et elle a laissé un message vocal, « Grand-mère t'aime tellement. Ma chérie. Ton papa est très méchant avec grand-mère. En ce moment. Peux-tu dire à papa de m'appeler? Dis-lui qu'il manque à grand-mère. Dis-lui que grand-mère est désolée. Si elle a blessé ses sentiments. » Cette dernière partie, désolé si elle a blessé ses sentiments. C'était le genre de fausses excuses que Patricia avait perfectionnées au fil des décennies. Le genre d'excuses qui rejette la faute sur la personne qui a été blessée. Parce qu'elle est assez sensible pour le ressentir. Mais elle ne me l'adressait pas à moi. Elle me le faisait parvenir par l'intermédiaire de ma fille. Elle utilisait une enfant de 8 ans comme messagère. Parce que l'adulte ne répondait pas au téléphone. Lily est venue me voir, ce soir-là, tenant sa tablette. Avec de la confusion et de la peine écrite sur tout son petit visage, et elle m'a dit, « Papa. Pourquoi tu es méchant avec grand-mère? Je n'ai jamais été aussi en colère de ma vie. Je n'ai jamais été aussi près de franchir la limite de ce calme. Que j'avais passé 34 ans à construire. Mais je ne l'ai pas montré. J'ai pris doucement la tablette. J'ai bloqué le numéro de ma mère sur toutes les applications de l'appareil. Je me suis assis par terre, pour que Lily et moi soyons au même niveau de regard, et je lui ai dit. Parfois, les adultes ont des désaccords. Ce n'est jamais de ta faute. Personne n'est méchant avec personne, je t'aime de tout mon cœur. Et cela ne changera jamais. Elle m'a pris dans ses bras, et elle est retournée à ses devoirs. Comme le font les enfants, lorsqu'un adulte de confiance leur dit que le monde est sûr. Parce qu'ils y croient. Et je suis resté assis sur ce sol, pendant encore 10 minutes après qu'elle a quitté la pièce. À respirer très lentement, à compter les dalles du plafond. Comme je comptais les marqueurs de voie sur l'autoroute. Quand j'avais besoin de garder le contrôle de quelque chose qui me dépassait. Les alliés ont surgi d'endroits auxquels je ne m'attendais pas. Ou peut-être avaient-ils toujours été là. Et j'étais trop plongé dans la version de la réalité de ma mère pour les remarquer. Debout dans les coins, à attendre. Nana Ruth a appelé en premier. La propre mère de ma mère. 81 ans, vive comme l'éclair, l'observatrice silencieuse de la famille. Qui assistait à chaque rassemblement, regardant tout et ne disant presque rien. Elle m'a dit, Marcus, je regarde Patricia faire ça depuis 30 ans. J'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps, et je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Elle m'a raconté que le favoritisme avait commencé quand j'étais tout petit. Que ma mère avait mal vécu cette deuxième grossesse, parce qu'elle n'était pas prévue. Qu'elle avait tout investi dans Lorraine, parce que Lorraine lui rappelait elle-même. Et que je lui rappelais mon père, James, ce que Patricia considérait, apparemment, comme un défaut de personnalité plutôt que comme un don. Et puis, Nana Ruth m'a dit quelque chose qui m'a brisé. D'une manière à laquelle je n'étais pas préparé. Elle déposait discrètement de l'argent, sur un compte d'épargne pour Lily. Depuis le jour de sa naissance. Un compte secret,
dont Patricia n'avait aucune connaissance et auxquels elle n'avait aucun accès. Le solde s'élevait à 22,000 $. 22,000 $ d'amour, mis de côté en silence. Par une femme de 81 ans qui voyait ce qui se passait, qui ne pouvait pas l'arrêter. Mais qui refusait de laisser cela gagner complètement. 3 de mes cousins se sont manifestés ensuite, indépendamment. Chacun avec sa propre histoire sur Patricia. Qu'ils n'avaient jamais eu de raison de partager publiquement auparavant. Ma cousine Megan a révélé que ma mère avait emprunté 15,000 $ à ses parents, il y a 6 ans. Pour de soi-disant frais médicaux, et qu'elle n'avait jamais remboursé un seul dollar. Mon cousin 3 a déclaré que Patricia avait répandu des rumeurs. Qui avait détruit la relation de ses parents avec toute une branche de la famille. Des mensonges qui ont mis des années à être démêlés, et qui ont laissé des dommages permanents. Ma cousine Jess a fourni des relevés bancaires. Prouvant que Patricia sollicitait des prêts d'urgence. Auprès de membres de toute la famille élargie, depuis plus d'une décennie, de petites sommes ici. Des plus importantes là. Elle collectait auprès de tout le monde, et ne remboursait personne. Ce schéma ne concernait pas seulement Lorraine et moi. C'était une toile de manipulation financière. S'étendant à chaque relation que ma mère avait jamais construite. Et ma publication sur la discussion de groupe avait secoué la toile assez fort pour que tout le monde aperçoive. Enfin, l'araignée qui se trouvait au milieu. Les parents de Rachel sont intervenus en dernier, et ils l'ont fait comme ils font toutes choses. Tranquillement, complètement, et sans rien attendre en retour. Franck, mon beau-père, m'a appelé un samedi matin pour me dire que lui et la mère de Rachel voulaient financer le plan d'épargne-études de Lily. Pas seulement égaler ce que ma mère avait promis sans jamais le donner. Mais construire quelque chose de réel, de substantiel, sur lequel Lily pourrait compter. Plus tard dans la semaine, chez eux, il m'a pris à part. Il s'est tenu près de moi dans le jardin. Près du potager dont s'occupe la mère de Rachel chaque matin. A posé sa main sur mon épaule et a dit, « Tu es entré dans notre famille. » Marcus. Lily est notre petite fille, et jamais, au grand jamais. Elle ne se demandera quelle place elle y occupe. J'ai dû m'éloigner. J'ai marché jusqu'au fond de leur cour, et je suis resté là. À fixer une rangée de plants de tomates pendant 5 minutes. Parce que je n'arrivais plus à me retenir. Parce que personne, dans ma propre famille, n'avait jamais dit quelque chose de ne serait-ce que lointainement comparable à cela. Et il a fallu un homme, que je connaissais depuis 12 ans. Pour m'offrir le genre de certitude dont ma propre mère m'avait privé pendant 34 ans. Les retombées ont été lentes, systématiques et totales. Elles se sont déroulées sur plusieurs mois, de la même manière que l'érosion agit sur la pierre. Pas en un seul fracas spectaculaire. Mais par le retrait constant et implacable de tout ce sur quoi ma mère avait bâti son identité. Ma mère a perdu le contrôle du récit familial, pour la première fois de sa vie. La famille élargie, armée des relevés bancaires et des preuves corroborantes des cousins, a commencé à s'éloigner d'elle. De la même manière qu'on s'éloigne de quelqu'un. Quand on vient de réaliser qu'il nous mentait depuis le début. Les invitations aux événements familiaux ont cessé d'arriver. Les appels téléphoniques sont restés sans réponse. Sa fête de Noël annuelle, tenue 26 années consécutives. L'événement qu'elle traitait comme sa salle du trône personnel, où elle tenait court. Accepter la gratitude et décider de qui avait de l'importance. A enregistré 11 annulations en ce mois de décembre. 11 l'a quand même organisé. 5 personnes sont venues. Nana Ruth m'en a parlé plus tard. Et m'a dit que c'était la pièce la plus silencieuse dans laquelle elle s'était jamais assise. Juste Patricia et 4 invités, mangeant un repas de traiteur. Sur des tables dressées pour 50 personnes. J'ai cherché une émotion en moi, quand j'ai entendu cela, de la culpabilité, de la satisfaction. De la tristesse, n'importe quoi. Et je n'ai rien trouvé. Juste un espace vide, à l'endroit où résidait autrefois l'obligation. La vie de Lorraine a commencé à s'effondrer par étapes, de manière presque mathématique. Derek a séparé leurs finances, moins de 2 mois après avoir appris l'existence des transferts cachés. Le flux de 2,000 $ par mois,
provenant de leur mère, s'est tarie. Car Patricia ne pouvait plus emprunter à ses proches pour le financer. Puisque chaque parent savait désormais, avec précision, où ses prêts d'urgence allaient depuis des années, Lorraine, qui avait construit tout un style de vie sur de l'argent subventionné, et sur l'hypothèse que la source ne tarirait jamais, s'est vue obligée de réduire son train de vie. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle a vendu le manoir pour chien sur mesure de princesse, sur Facebook Marketplace, pour 4 cents $. J'ai vu l'annonce, parce qu'un cousin m'a envoyé la capture d'écran. Je l'ai regardé pendant environ 2 secondes. Je ne me suis pas senti victorieux. J'ai simplement continué à faire défiler mon écran. Ma mère a débarqué chez nous un jeudi soir, à l'improviste. Elle se tenait sur le porche, le mascara coulant sur son visage. Et elle a crié à travers la porte moustiquaire. « Tu ne peux pas me l'enlever. C'est ma petite fille. » Rachel est allée ouvrir. Je suis resté dans la cuisine, et ma femme, qui est la personne la plus inébranlable que j'ai jamais connue, a regardé ma mère et a dit très calmement, avec le genre de précision qui ne laisse aucune place à la discussion. Vous avez dit que son trophée était stupide. Vous avez dépensé 12 000 $ pour la fête d'un chien, le même week-end. Vous avez essayé d'utiliser sa tablette pour la manipuler contre son propre père. Vous n'entrerez pas. Ma mère est restée sur ce porche pendant 15 minutes. J'ai regardé par la fenêtre. Je ne suis pas allé à la porte. Finalement, elle a fait demi-tour, elle a marché jusqu'à sa voiture et est partie. Et je suis retourné aider Lily à faire ses devoirs. 1 an plus tard, Lily a remporté l'Expo Sciences régionale. Elle s'est qualifiée pour la compétition de l'État. Son projet, cette fois, c'était une station de recharge à l'énergie solaire. Pour les petits appareils. Et elle l'a dédié, une fois de plus. Les mêmes lettres bleues sur le panneau de présentation. Le même nom, pour grand-père James. J'étais dans le public, en train de filmer, de pleurer, la totale. Et quand elle a couru hors de la scène avec son nouveau trophée, et qu'elle a passé ses bras autour de mon cou, elle m'a regardé et m'a dit: J'aimerais que grand-père puisse voir ça. Pas grand-mère. Grand-père. Elle avait cessé de poser des questions sur grand-mère, depuis des mois. Doucement, sans annonce ni drame. Elle avait juste arrêté. De la même manière que les enfants arrêtent de croire en des choses, qui les déçoivent constamment. Et elle avait redirigé cet amour vers un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, mais avec qui elle se sentait connectée, grâce au travail qu'il partageait. Construire des choses pour aider les gens. Elle a 9 ans, et elle a déjà pris sa propre décision silencieuse. Sur qui mérite son cœur et qui ne le mérite pas. Et elle l'a prise sans amertume, sans être guidée par moi. Avec la même clarté sereine qu'elle apporte à chaque prototype défaillant, qu'elle reconstruit sur le sol du garage. Ma mère m'a envoyé une lettre, environ 2 mois plus tard. 3 pages manuscrites, pas d'excuses, mais une liste de griefs. Tout ce qu'elle croyait avoir bien fait, chaque sacrifice qu'elle prétendait avoir consenti. Chaque instant qu'elle considérait comme une preuve de ses qualités de mère. Au bas de la 3e page, d'une écriture qui devenait de plus en plus petite, et resserrée. Au fur et à mesure que la colère se condensait, j'espère que tu es heureux. Maintenant que tu as détruit cette famille. Je l'ai lu une fois, lentement, dans ma cuisine, après que Lily fut allée se coucher. Je l'ai pliée soigneusement. Je l'ai mise dans une boîte, dans mon placard, à côté de vieux documents fiscaux et d'une montre cassée que je compte toujours faire réparer. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La lettre m'avait tout dit. Elle ne le voit toujours pas. Elle regarde 34 ans de preuves, et elle se voit comme la victime. Elle le fera toujours. Certaines personnes ne peuvent pas voir ce qu'elles ont fait. Parce le voir nécessiterait qu'elles deviennent quelqu'un qu'elles sont fondamentalement incapables d'être. Et ma mère passera le reste de sa vie, enfermée dans la certitude absolue, et inébranlable, qu'elle n'a rien fait de mal. Et cette certitude, c'est sa véritable punition. Pas la solitude, pas la fête de Noël vide,
pas la belle-fille qui lui a fermé la porte au nez. Mais la prison de croire que l'on avait raison. Alors que chaque personne autour de vous a finalement cessé d'être d'accord. Dimanche matin, je prépare des pancakes. La pâte est faite maison, car Lily préfère quand c'est fait ainsi, et je suis devenu doué pour ça. Au cours de l'année passée. C'est le genre de petites compétences domestiques que l'on développe. Quand nos week-ends nous appartiennent. Et qu'on les passe avec les gens avec qui l'on a vraiment envie de les passer. Lily est assise à la table de la cuisine, travaillant sur son prochain projet. Quelque chose sur les abeilles et les schémas de pollinisation, sur lequel elle fait des recherches. Avec la même intensité silencieuse qu'elle apporte à tout. Rachel lit près de la fenêtre avec son café, et la lumière du matin éclaire le profil de son visage. D'une manière qui me fait encore m'arrêter, et la regarder, après 12 ans. La maison est chaleureuse. Le téléphone est silencieux. Personne ne me réclame quelque chose que je ne veux pas donner. Personne ne programme mes week-ends, sans me le demander. Personne ne me traite de jaloux, ou de dramatique. Les seuls bruits sont le grésillement de la pâte, le grattement du crayon de Lily, et, de temps à autre, le bruit de la page que Rachel tourne. Je fais sauter un pancake, et Lily lève les yeux de son carnet et me demande, « Papa, savais-tu que les abeilles peuvent reconnaître les visages humains ?» Non, je réponds. Raconte-moi tout. Et c'est ce qu'elle fait. Elle me raconte tout ce qu'elle a appris. Ses yeux brillent, ses mains bougent pendant qu'elle parle. De la même manière que les mains de mon père bougeaient. Lorsqu'il expliquait comment fonctionnaient les choses. Sa voix remplit la cuisine, tout comme le soleil remplit une pièce. Et je me tiens là, devant la cuisinière, avec une spatule à la main. Et j'écoute. J'écoute, tout simplement. C'est toute la fin de l'histoire. Juste un homme dans sa cuisine, un dimanche matin, écoutant sa fille parler des abeilles. Dans une maison où personne ne le rabaisse. Où un trophée de première place trône sur l'étagère, au-dessus de la cheminée. Où un panneau de présentation, sur lequel est écrit « Pour grand-père James », est posé contre le mur du garage. Et où le téléphone ne sonne pas, pour des exigences déguisées en amour. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur ce bouton d'abonnement, laissez un j'aime. Et partagez vos pensées dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo.